l'entrée de M. Bayrou est parfois difficile, il est critiqué, c'est bien qu'il est un avocat. Et comme je vous ai écouté... Ça commence mal, Pascal. Non, je ne suis pas je peux terminer surtout ma phrase, peut-être. Alors, et après, je pourrais vous répondre. Oui, mais si on peut... Écoutez, si on peut se parler gentiment... Oui, bien sûr. Bon. Terminé, Pascal. Voilà. C'est bien qu'il ait une voix qui puisse le défendre, si vous préférez, ou deux... Autour de la table, vous êtes palois et chacun le sait, il y a peut-être de ce fait une complicité que vous avez avec lui. Et comme les propos sur Monsieur le Premier ministre sont parfois, ces derniers jours, assez rudes, c'est bien qu'il y ait une voix discordante, c'est tout ce que je veux dire. Alors, je vous réponds. Je ne suis en rien sur ce plateau, comme dans les autres médias, l'avocat de François Bayrou. Ma passion de la politique et ma connaissance, il est vrai, de François Bayrou et de sa vie, de son itinéraire politique, m'amène à avoir donc un décryptage à partir du réel, une analyse. C'est pour ça que j'ai pensé que les conditions, les planètes étaient plutôt alignées le concernant et non pas pour Sébastien Lecornu ou M. Lescure. Et je ne cesse sur les plateaux d'essayer de ramener une certaine forme de rationalité concernant les premiers pas de François Bayrou, où il y a eu des bourdes et des gaffes. Et je trouve que certains commentaires, j'ai quelques souvenirs en tête, cher Pascal Praud, sont allés au-delà de ce qui est une analyse rationnelle. Vous venez de dire en 2 minutes ce que j'avais dit en 10 secondes. Donc c'est bien que vous le défendiez. En revanche, on va parler, si vous voulez, de Mayotte, puisque le président de la République vient d'arriver à l'instant, et vous avez peut-être vu ces images sur le sol de Mayotte. Nous sommes également avec Régine Delfour. On a beaucoup parlé de Mayotte. Bon, le président de la République a pris la mesure évidemment de ce qui se passe à Mayotte. Les témoignages sont évidemment effrayants. Depuis quelques jours, l'île est dévastée, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ravitaillement, et le président de la République va rester, je ne sais pas d'ailleurs, Gauthier Lebret, combien de temps il reste ? Même pas 24 heures. Demain, il passe Noël avec les troupes françaises à Djibouti. Oui, alors... On est évidemment dans le symbole, dans ces cas-là. Oui. Bien sûr, on est dans le symbole, mais le symbole, c'est important en politique. Le symbole, ça sera quand il sera dans les bidonvilles, notamment ça va être le cas cet après-midi. Évidemment, c'est là où il y a eu le plus de morts sans qu'on ait de bilan chiffré à l'heure où on se parle. Vous savez que les bidonvilles, c'est là où vont les Comoriens, ils s'abritent sous ces toiles de tôle, et ça a fait des ravages. Alors on en parle depuis 3 jours, c'est un résumé de l'inefficacité de l'État français. C'est un dossier chimiquement pur, si j'ose dire, du décalage qui existe entre la parole publique, et on a écouté hier ce que disait Emmanuel Macron en 2019, il promettait un hôpital pour 2025, il n'est même pas envisagé de le construire encore. C'est-à-dire que toutes les procédures ne sont pas terminées, il pourrait être construit simplement en 2028. Régine Delfour voulait nous dire quelques mots. Bonjour Régine, vous êtes sur place, et peut-être nous donner des informations sur ce qui va se passer ces prochaines heures. Oui, bonjour Pascal. En fait, nous sommes arrivés hier avec Thibault Marcheteau. Nous étions de nuit, donc c'est ce matin que nous constatons l'ampleur des dégâts. Les images parlent d'elles-mêmes. Vous devez le voir sur les images de Thibault Marcheteau. Et il y a cette queue de voitures, cette file interminable. Alors apparemment, c'était pour emmener des citernes d'eau, mais aussi de fuel et puis d'essence, puisqu'il y a aussi des queues devant les stations-service. En fait, il manque de tout. Alors le président de la République est arrivé avec 4 tonnes de médicaments et de vivres, mais enfin hier il y a un avion où il y avait 20 tonnes au bout de quelques heures, même pas, il n'y avait pas assez pour la distribution pour les gens qui attendent vraiment de quoi vivre et surtout boire. On sait qu'il y a un navire qui va arriver dimanche, mais d'ici là on sent que la tension est très 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 intense ici sur l'île. Merci Régine, nous pouvons voir peut-être une séquence lorsque le président de la République est arrivé. Mais c'est des enfants en bas âge, de 2 ans à 10 ans. Ils sont à la maison. S'il vous plaît, pas de solution, mais des aides en urgence. En urgence. Ne partez pas très vite. Prenez votre temps, restez avec nous, donnez des solutions, donnez des aides en urgence. En urgence, mais parce que complètement à Mayotte, il n'y a rien. Il n'y a rien. On n'arrive même plus à regarder notre île dans l'état où elle est. S'il vous plaît, restez, ne partez pas trop vite. Sans nous avoir donné de solutions pour lesquelles on peut survivre. On doit survivre. Bon, Gérard Carreau, c'est le symbole, bien sûr, le président de la République a raison d'aller à Mayotte, mais hier, on ne va pas remontrer ce qu'il disait en 2019, c'est invraisemblable. Mayotte, c'est invraisemblable. C'est le symbole, si vous voulez. Moi, je ne connais pas Mayotte, je ne suis pas allé à Mayotte, mais j'ai lu pas mal de choses, et notamment j'ai écouté
au fil des dernières années Madame Youssoufa, qui est députée de Mayotte. Et de ce qu'elle disait, tout laissait prévoir à un moment ou à un autre une catastrophe. Là, il se trouve que la catastrophe est une catastrophe naturelle. Alors on va dire, oui, mais ça, vous comprenez, c'est les éléments, on n'y peut rien, etc. C'est pas vrai, en fait. Ce que révèle la catastrophe naturelle n'est que le révélateur, l'anticipateur. Et ce qu'elle révèle, c'est l'incohérence et l'inaction des gouvernements depuis au moins 15-20 ans. Quand on voit, effectivement, quand on prend les exemples, vous en avez cité un, je ne veux pas reprendre, mais quand on parle de la maternité, quand on parle de l'aéroport, quand on parle toutes les grandes infrastructures, où à chaque fois, le discours officiel disait « vous allez voir ce que vous allez voir dans quelques années », etc. Et rien n'est fait. Mais parce qu'il n'y a plus d'argent, parce qu'il n'y a pas de volonté politique, parce qu'on a cité qu'un plan avait été commencé en 2018, il a duré 2019, et depuis 2019, le dossier de presse n'est même pas instruit, ce que je disais hier, sur le site internet. Je vous coupe parce que Mme Pellico est en train d'arriver. Il y a une actualité très forte ce matin et on va jongler avec toutes ces actualités. Vous voyez Mme Gisèle Pellico, le monde entier, c'est extraordinaire, le monde entier est aujourd'hui à Avignon pour connaître ce verdict. Et il y a discussion. Pourquoi il y a discussion ? Parce que c'est un fait unique, abominable, mais qui me semble-t-il reste un fait unique, abominable. Je n'y vois pas un fait de société, forcément. Vous avez parfaitement raison, Pascal. Et puis j'en profitais pour dénoncer ce tissu d'ignorance et de partialité de votre éditorial. Bon, on en parlera tout à l'heure parce que pour le moment on parle de Gisèle Pellico. Mais je craignais que... Ne craignez rien. Mais vous êtes... Moi, je veux bien entamer une discussion avec vous. Non. Mais vous êtes juge et partie, vous êtes magistrat. Donc vous défendrez les magistrats. Et vous-même... Ben moi, je suis journaliste. Et vous-même, Pascal, moi, je suis journaliste et je suis témoin. Avec votre inconditionnalité pour Nicolas Sarkozy et votre ignorance. Mais peu importe. Est-ce que vous n'êtes pas je ne crois pas. juge et partie? Non, je ne suis pas juge et partie. Vous, si. Vous défendez la magistrature et votre corporatisme parlera. Mais c'est pas grave. Mais je l'ai vous avez le droit. Plus d'une fois. Mais vous avez le droit. Je l'ai attaqué mais vous avez le droit. Bon climat ce matin. Mais non, mais on peut ne pas être d'accord. Non, mais vous considérez... Non, mais on parle là de... Vous considérez que l'éditorial que vous avez fait est honnête? Oui, puisque la Cour européenne des droits de l'homme donnera raison à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous voulez qu'on parie? Mais attendez... Est-ce que vous voulez qu'on parie? Vous verrez... Est-ce que vous voulez qu'on parie? Moi, je veux bien, cher ami. Je vous pose une simple question et je n'en parle. Tous les avocats sont d'accord sur cette position. Évidemment. Ah, vous les détestez, les avocats. Évidemment, vous les détestez. Les droits de la défense, vous les détestez. C'est surtout ça. Tous. Vous voulez que je vous cite M. Garbarini? Tous. Mais évidemment, les droits de la défense, pour vous, vous assoyez dessus. Bien sûr. Oui, je le crois. Je le crois volontiers. Cette absurdité. Eh bien, parce que votre attitude ce matin. Mais pas du tout. Un avocat parle avec son client, c'est protégé. C'est faux. Alors en plus vous trouvez que c'est faux maintenant. Je veux dire, lorsque l'échange avec... Ça, c'est fascinant. Lorsque l'échange de l'avocat... Lorsque l'échange de l'avocat... avec son client, prépare une infraction. Vous me faites peur. Vous me faites peur. Mais vous m'écoutez. Vous me faites peur. Vous m'écoutez. Est-ce que vous avez lu l'arrêt de la Cour de cassation? Je vous pose une question. Non seulement je l'ai lu, mais je l'ai lu 2 fois. Mais en revanche, on peut parler... Si vous l'avez lu, comment avez-vous pu dire cette ânerie? Monsieur Bilger, la Cour européenne des droits de l'homme nous séparera. Ça vous va? Non, mais attendez. Est-ce que ça vous va? Oui, ça me va. Moi, bien. Pascal Pro, on appelle à CEDH, je trouve ça... Ça me va, ça vous va. Oui, mais tout de même, ça vous va. Ne pouvez pas, avec votre responsabilité et votre intelligence, développer des thèses aussi absurdes. Mais c'est entendu, tous les... D'ailleurs, on peut écouter des avocats qui se sont exprimés. Lesquels? Mais tous, Monsieur Garbarini, Monsieur Gluckman, tous en fait. Oui, mais vous les méprisez, je sais bien. Mais attendez, je sais bien que vous méprisez les avocats. Pas chercher mon opinion sur vous auprès de tous les gens qui vous détestent. C'est à peu près aussi intelligent que votre phrase sur les avocats. Je vous propose de ne pas mettre d'éléments personnels dans notre conversation et de rester sur le fond. Ce sont les seuls que vous comprenez. L'esprit de Noël. Philippe, Gérard Carrero. Est-ce que je peux dire un mot? Alors, on était sur Mazan, mais... Sur le fond, oui, non, mais ça sera très rapide. Je vous en prie. Depuis 4 ans et demi, je participe à vos émissions. Le seul sujet où effectivement, c'est même pas la peine de dire le nom,
Hier soir, je me suis dit, Sarkozy, Bilger, demain. Systématiquement. La pièce était jouée d'avance. Systématiquement, on peut voir les images. Je respecte Philippe, c'est mon ami. Oui. Mais il est obsessionnel. Mais c'est l'inverse, Gérard. C'est lui. Non, c'est vous qui avez en parlé sur Mazan. Parlez pas de ça, je vous en prie. Allez, regardez ces images. Vous êtes obsessionnel. Et même Gérard Carreau, qui est un juge de paix, vient de le dire. Regardez ces images. Et taisons-nous 2 secondes. Voilà. Oui. Taisons-nous 2 secondes et écoutons ces images. Voilà, Madame Pellicot, nous sommes en direct. Nous sommes en direct, je le dis avec Marine Lançon. On n'a pas de son, malheureusement. Manifestement, moi, c'est rare. Alors, Monsieur Bulger, on peut se mettre d'accord pour dire que vous avez rarement vu devant... Avoir pas de son, c'est gênant. Oui, je vous remercie, Monsieur Bilger, mais vous êtes d'accord pour souligner qu'une telle marée humaine devant un tribunal est tout à fait exceptionnelle, et Madame Pellicot est devenue une icône. Et c'est ça qu'on a le droit forcément de discuter, de regarder, parce que le malheur qui a frappé cette femme est évidemment... à la fois invraisemblable et ce qui lui est arrivé, ce qui lui est arrivé est évidemment scandaleux. Mais après, c'est l'utilisation de ce procès qu'on a le droit d'interroger. On a le droit, me semble-t-il, ou alors et on a le droit de se poser des questions, et on a le droit forcément de faire la part de ce qui est dans la culture masculine, pourquoi pas du viol, et puis le phénomène tout à fait exceptionnel, invraisemblable. Et l'avis de Chloé Morin peut m'intéresser d'ailleurs sur ce sujet. Chloé, comment... Moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'IFOP avait fait un sondage il y a quelques semaines, justement sur ce procès, mais plus globalement sur la question des violences sexistes et sexuelles dans la société. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est à quel point l'opinion publique a changé sur ces questions-là. Il y avait des items comme, par exemple, la culture du viol est très répandue dans la société. Vous aviez une écrasante majorité des Français qui aujourd'hui pensent que la culture du viol est quelque chose qui existe et qui est répandu dans la société. Et donc, ce qui me frappe le plus, c'est qu'il y a assez peu d'événements, finalement, et d'événements judiciaires en particulier, qui font changer l'opinion publique à ce point-là. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais en l'occurrence, c'est extrêmement... Alors, après, c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous avez énormément de contrastes. Vous voyez que les femmes plus âgées ne pensent absolument pas la même chose que les hommes de moins de 35 ans, etc., etc. Donc les choses, évidemment, chacun voit midi à sa porte et perçoit les choses d'une manière différente. Mais il y a assez peu d'événements qui ont un tel impact, à mon avis, sur l'opinion publique. Alors, là, ce que vous dites est très intéressant. Je pourrais le contester. Je pense que ça a un impact très fort dans l'espace médiatique. Et est-ce que ça a un impact aussi puissant dans l'opinion publique? Là aussi, c'est une question que nous pouvons interroger. J'ai le sentiment que beaucoup de gens ont vu cette abominable affaire comme une affaire unique. Unique. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais arrivé, sans doute n'arrivera-t-elle plus jamais. J'ai ce sentiment. Maintenant, comme toujours, la discussion est ouverte. Et qu'il y a une différence entre la perception médiatique et ce qu'on veut parfois, effectivement, lui faire dire, et puis ce que diront les gens le soir de Noël, s'ils parlent de cette affaire entre eux, et qu'ils diront, bah oui, c'est une affaire qui est hors du temps, hors de tout. Maintenant, je vous laisse la... Je vous rejoins totalement, Pascal, sur ce plan-là. Ça me fait plaisir. Non, mais vraiment, parce que je crois qu'en effet, il y a les leçons de cette affaire extraordinaire au sens propre vont bouleverser l'univers médiatique et peut-être à travers lui une partie de l'opinion publique, mais je crois que les effets ne vont pas durer. Et comme je l'ai dit lors de l'une de vos émotions, le procureur, l'avocat général tombait dans une douce béatitude judiciaire lorsqu'il pensait que le procès Pellicot allait profondément modifier les rapports entre les hommes et les femmes. Ça va durer un certain temps, mais je crois qu'à un certain moment, les enseignements vont se dissiper. Moi, j'y vois deux dimensions. Olivier D'Artigol. La première, d'abord, c'est une opinion publique, puisque vous évoquez ça, qui n'a pu qu'avoir de l'admiration pour le courage d'une femme. Bien sûr.
Et il y a un aspect générationnel. Il me semble, au regard des jeunes qui sont autour de moi, que la jeune génération n'acceptera plus jamais, concernant les violences sexistes ou sexuelles, ce que notre société des années précédentes a pu ou tolérer, ou ça ne passe plus, absolument plus. Et je trouve que c'est quelque chose très positif, en lien à ce qui s'est passé avec MeToo. J'entends, mais j'ai vu au travail ou dans des relations de pouvoir, de hiérarchie. J'entends ce que vous dites, mais j'ai vu une émission de télévision il y a quelques heures où un intervenant disait à une femme calmez-vous. Je l'ai vu aussi. Bon. Prenez un verre d'eau. Et prenez un verre d'eau. Calmez-vous, prenez un verre d'eau. Donc cette femme d'abord avait fortement crié sur cet interlocuteur, fortement crié. Donc l'homme a dit calmez-vous, prenez un verre d'eau. Je veux dire que c'est Manon Aubry et Julien Audoul. Vous trouvez que c'est sexiste ce qu'a dit Monsieur Audoul? Non. Et non, vous trouvez que c'est pas sexiste? Oui. Mais alors pourquoi? Je suis suffisamment attentif aux réelles violences sexistes ou sexuelles pour vous dire que ça c'est. Et alors pourquoi la personne qui menait le débat a dit ah non on parle pas comme ça? Pourquoi? Parce que c'est politiquement excessivement correct de le faire. Ah bah alors. On peut être aussi. Et ça c'est le décalage qu'il y a entre l'espace médiatique. Oui, mais l'opinion publique pour le coup elle le voit ça. Je suis à 100% d'accord avec vous. Absolument. Moi, je pense que les gens voient tout. Même dans notre échange avec Philippe tout à l'heure, les gens voient tout. Ils voient tout. Ils savent ce que je pense moi, mais ils savent lui aussi ce qu'il pense, qu'il est obsessionnel. Ils décodent tout, les gens. Vous êtes terrible. Mais non, mais ça, c'est ma conviction. Vous avez dit que vous étiez obsessionnel. Non, vous êtes obsessionnel sur Nicolas Sarkozy. Mais c'est pas grave. Tout à l'heure, on en parle. Ajouter un mot. Non. Le problème entre votre intelligence et le réel. Il y a Nicolas Sarkozy. Bon, je vais vous montrer quelque chose, puisque on voit ces images. Je ne sais pas si on l'a déjà. L'AFP. Marine Lançon a peut-être déjà ce qu'on a demandé tout à l'heure. Comment dire? Je suis tellement agacé par cet espace médiatique, bien souvent. Je comprends. Que parfois vous songez à vous-même. Non, moi, je m'agace de temps en temps. Vous avez raison d'ailleurs. Tout le monde s'agace plus ou moins au bout d'un certain temps. Mais en cause. Mais oui, pas en cause. Mais même nous. Regardez, par exemple, ça c'est l'AFP. Ah oui. Voilà la photo d'illustration qui a été proposée de Nicolas Sarkozy, qui a été condamné définitivement à 1 an de bracelet. Ça, c'est la photo qui est proposée. Et c'est Éric Revel qui a fait un tweet que j'ai trouvé très intelligent. On voit ici le choix de la photo de neutralité éditoriale. Le problème, c'est que je les connais, les journalistes. Je sais quand iTélé existait encore, comment ils parlaient du président Sarkozy. Je le sais, j'étais dans la rédaction. J'entends encore les rédac-chefs. Je vois comment ils étaient joyeux, heureux de tout ce qui lui arrivait. Donc je baigne dans cet univers. Je ne suis pas dupe de ce que pensent les journalistes. La manière dont il a été traité durant son quinquennat, je n'en suis pas dupe. Parce que vous avez une presse qui est comme ça. Donc effectivement... alors chacun a des natures différentes, bien sûr, mais ça te fait réagir parce que c'est tellement invraisemblable. Mais pour tout vous dire, c'est tout. Je referme la parenthèse. Puis-je poser une question et j'en termine. Oui. Pensez-vous que la meilleure riposte à accorder à cette partialité, qui est en effet tout à fait incontestable, soit votre attitude? Mais je n'en sais rien. Non, mais c'est une question tranquille. Je suis frappé du ressentiment, de l'aigreur, de la jalousie, de la méchanceté. C'est la France, aussi. Non, c'est pas la France. C'est un peu la France. Non, justement. On parlait de Bayrou tout à l'heure. Non, la France, elle n'est pas du tout comme ça. C'est ce que disait très bien Bernard Tapie d'ailleurs. C'est les couches intermédiaires qui parfois sont comme ça. C'est pas le peuple. Croyez-moi, le peuple n'est pas forcément comme ça. Si vous avez raison, j'en suis ravi. Mais c'est la petite camarilla des médiocres. Qui effectivement qui aimerait bien être et qui aimerait bien avoir l'air et qui n'a pas l'air que ça. Hein. Oui, vous avez raison, elle n'est pas si petite que ça. Donc voilà, mais c'est pas grave. Si, c'est grave d'ailleurs pour le président Sarkozy. Ah oui, non, bien sûr. C'est grave. Et puis c'est grave pour la France, pour tout vous dire. Même quand justice est rendue, on ne peut pas se réjouir de sa situation. C'est grave pour la France, me semble-t-il. Voilà, le carillon.